Le grand rendez-vous de l'épargne, une émission proposée par Capital et Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet et Julien Bouissou. Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de l'épargne. Ça y est, on s'est déconfiné et on vous propose une émission exceptionnelle. Je suis toujours en compagnie de la même équipe qui gagne, c'est-à-dire Julien Bouissou. Bonjour Julien. Bonjour Fabrice. Chef de la rubrique placement chez Capital, puisque cette émission est concoctée par les équipes de Radio Patrimoine et de Capital. Alors Julien, qu'est-ce qui nous attend pour cette nouvelle émission? On va parler bien sûr d'épargne, mais d'épargne salariale. Voilà, l'épargne salariale, alors c'est un produit qui est détenu par plus de 11 millions de salariés. Le montant moyen qu'ils détiennent, c'est 13 400 € tout de même. Alors on va se demander quelles vont être les conséquences de la crise qu'on vit actuellement, la crise économique sur l'épargne salariale, donc les PE, les plans d'épargne d'entreprise, ou les PERCO, plans d'épargne retraite collectif, avec deux invités spécialistes de cette question. Tout d'abord, Catherine Pays-Lenic, qui est la directrice générale d'Epsens. Bonjour Catherine. Bonjour. Et sans oublier Xavier Collot, qui est le directeur épargne salariale et retraite chez Amundi. Bonjour. Voilà, effectivement, que faire de son épargne salariale? Vous l'avez dit, 11 millions de personnes ça concerne. Et puis on a eu quelques frayeurs, on le verra avec nos invités, puisque les marchés financiers n'ont pas été de tout repos, on va dire, au cours de ces derniers mois. On retrouve comme d'habitude, Julien, nos rubriques traditionnelles. D'abord, le coup de cœur, coup de gueule. Oui, de Pierre Sabatier, notre chroniqueur régulier qui viendra s'exprimer donc sur les marchés financiers, comme chaque mois. Et aussi également donc, les experts patrimoniaux qui viendront répondre à vos questions sur les conséquences de la crise. Encore une fois, la crise, les conséquences sur votre épargne et vos finances personnelles. Ça sera avec Thibault Lamy qui posera les questions. Thibault Lamy qu'on retrouve en fin d'émission avec nos experts. Cette émission, c'est aussi votre émission. La rubrique « Ça vous concerne ». N'hésitez pas tout au long de l'année à poser vos questions. On les prend dans ce magazine. Allez, le grand rendez-vous de l'épargne, c'est parti. Le grand rendez-vous de l'épargne, le grand témoin. Le grand rendez-vous de l'épargne spéciale, épargne salariale. On l'a dit, vous êtes 11 millions à bénéficier de ce type d'épargne avec des placements entre 10 et 15 000 € en moyenne sur les comptes. C'est intéressant avec nos invités. On va s'y intéresser de regarder ce qui s'est passé, effectivement, comment on a réagi à cette crise. Julien, on est en compagnie, on l'a dit, de Xavier Collot, de Catherine Pays-Lenic. Alors peut-être une première question tout de suite sur cette volatilité extrême qu'on a vue sur les marchés. Tous ceux, en général, quand on a de l'épargne salariale, eh bien, c'est sur des sociétés cotées. Or, on a eu un sacré coup de rabot durant le mois de mars, au début du Covid. Est-ce qu'il y a eu déjà des réactions de la part de tous ceux qu'on épargne? Est-ce que vous avez eu des flux entrants, sortants? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Xavier Collot, on commence par vous. Alors, tout à fait, il y a eu un coup de froid qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on a observé? Plusieurs phénomènes. Premier phénomène, beaucoup d'arbitrages. Des arbitrages importants pour dérisquer les actifs les plus exposés vers des actifs moins risqués. Donc une volumétrie conséquente dès le mois de mars, dès le début du confinement et tout au long du mois d'avril et du mois de mai. Deuxième phénomène, un volume de rachats conséquemment en baisse. Globalement, division par 2 du nombre de rachats. Troisième. La rachat, on l'explique, c'est ceux qui retirent finalement leur argent. L'opportunité d'avoir de l'argent disponible, parce que l'épargne salariale, l'argent est soit bloqué, soit est disponible à l'échéance d'une durée de 5 ans minimum. Et vous avez la capacité à puiser dans cette épargne à tout moment. Ce qu'on a observé, c'est une chute drastique des rachats durant cette période, du fait probablement de la chute assez ferme des marchés financiers, mais aussi cette capacité de thésaurisation, parce que quand vous n'avez pas d'occasion de dépenser, probablement que vous laissez votre argent au chaud. C'est vrai que tout était bloqué, on ne pouvait ni investir, ni faire beaucoup de travaux, ni partir en vacances, ça c'était sûr. Quand on dit effectivement que ça s'est compliqué ou que les gens ont été sur d'autres supports où on dérisquait, ça veut dire quoi? S'ils étaient sur des fonds actions, ils sont partis sur du monétaire? C'est un peu comme toujours les mêmes réflexes, c'est-à-dire que chute des marchés, je retire ce que j'ai exposé sur des actions et je le mets plutôt sur du monétaire, sur des classes d'actifs prudents, de type SRRI 3, ce qui est assez naturel comme réflexe. Bien entendu, on a connu une chute importante et un rebond aussi tout important. Donc il n'y a pas eu de réallocation dans l'autre sens. Il y a toujours une allocation de désensibilisation et rarement une réallocation d'exposition. Catherine, c'est un peu les mêmes mouvements chez vous aussi Oui, tout à fait. Beaucoup d'arbitrage, beaucoup moins de rachats.
Peut-être aussi un mot sur les campagnes d'intéressement et de participation, sur lesquelles on était un peu inquiets, puisque la période du Covid et du confinement a coïncidé avec la période traditionnellement importante en matière de campagne d'intéressement et de participation. Et il donnait la possibilité aux employeurs de décaler jusqu'en fin d'année le versement des primes. Hein. Absolument, donc, l'occasion de faire le point là-dessus. Nous, ce qu'on a constaté, c'est en gros 80% des campagnes qui se sont tenues dans les délais habituels. Quelques-unes qui ont été reportées d'un mois ou de deux, mais pour des raisons plus, j'allais dire, de logistique et administrative, les DRH ayant été sollicités évidemment par d'autres sujets. Et on a, à notre connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune campagne qui soit reportée sur le dernier trimestre. Donc cette possibilité offerte par les pouvoirs publics, qui était de toute façon bienvenue, n'a pas été saisie à ce stade. On a une question quand même, quand on voit ce qui se passe dans l'économie, on sait très bien que peut-être le pire est à venir. On voit ces plans sociaux, on voit que les commandes ne sont pas au mieux. On espère évidemment une reprise en V, mais ça va être compliqué. Est-ce que vous anticipez justement que les entreprises vont peut-être modifier leur politique d'intéressement, d'abondement, être moins généreuses quelque part suite à cette crise ? Alors, cette année, ce qui s'est passé cette année, bien entendu, les entreprises ont distribué le partage du profit de l'exercice 2019. Donc, il n'y a pas eu de conséquences sur les montants en volumétrie distribués. Au contraire, les résultats de 2019 étaient plutôt à la hauteur. On est très inquiet, bien entendu, par rapport à l'exercice clos 2020, donc distribué en 2021, au titre de la participation et intéressement, qui vont subir une baisse significative du fait de la baisse des résultats. Tout est corrélé. Donc, est-ce qu'il y aura des mesures compensatoires dans les entreprises, des suppléments d'intéressement pour compenser la baisse de l'intéressement de participation? Pourquoi pas? Est-ce qu'il y aura un enjeu de redéfinir la politique extrasalariale des avantages sociaux de l'épargne salariale, peut-être pour en modifier l'abondement pour faire face à cette situation un peu extraordinaire que nous vivons? C'est vrai que les entreprises vont être soumises à un dialogue social important avec leurs partenaires sociaux pour envisager une année 2021 qui va être, là, pour le coup, extrêmement dure à gérer pour le corps social. Donc peut-être retour de l'intéressement, l'année prochaine, plutôt que la participation. C'est là-dessus que pourront jouer les entreprises. On parle aussi beaucoup de la participation en ce moment, puisque le but, c'est d'envisager qu'elle soit... les pouvoirs publics, pour certains, envisagent qu'elle puisse être débloquée plus rapidement, 3 ans au lieu de 5. La participation a un mode de calcul très complexe, qui est difficilement appréciable et envisageable pour les toutes petites entreprises ou les PME qui voudraient néanmoins saluer la performance collective qui a eu lieu au moment du Covid et du confinement. Donc, comment récompenser les salariés alors même qu'on ne fait pas forcément de bénéfices parce qu'on est en croissance, certes, mais qu'on n'a pas encore des résultats positifs, sans rentrer dans des formules compliquées. L'intéressement, dont vous savez que depuis très peu de jours, il a été décidé qu'il pouvait y avoir un accord unilatéral. Le chef d'entreprise peut mettre en place dans une entreprise de moins de 11 salariés un accord d'intéressement sans avoir besoin de réunir les institutions représentatives du personnel. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très simple, très positif. Et un accord d'intéressement peut dans ce cas durer 1 an. Donc il peut être remis en cause ensuite. Oui, certainement, je pense que l'intéressement a beaucoup de choses à gagner dans cette période. Participera donc à l'effort de relance productive, probablement. Tout à fait. C'est ce que l'on espère. Comme le disait Xavier, on est quand même très inquiet sur les flux au titre de 2020 qui seront versés en 2021. Il faut espérer que tout ce qui est récompense collective se traduira néanmoins face à la grande mobilisation qui a été rencontrée par tous les collaborateurs des entreprises et l'intéressement pour la récompenser, quoi de mieux, dirais-je. Alors, vous avez une autre solution également pour compléter les propos de Catherine, c'est l'action des salariés. Comment faire partager la croissance future avec les salariés, avec un alignement d'intérêt très fort entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés, partager les performances futures. L'action des salariés est aussi une porte, est une boîte à outils pour faire face, bien entendu, à ce trou d'air qu'on va observer à partir de 2021. Alors vous êtes en ligne avec Gérald Darmanin là-dessus, qui, fin mai, il a un peu plaidé pour une généralisation de l'actionnariat salarié, mais
Est-ce que c'est une si bonne affaire que ça quand on est actionnaire salarié? Les cours ont baissé cette année, on n'aura peut-être pas de dividende, hein, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont décalé ou annulé le dividende. Alors, vous pensez que c'est une bonne option? Premièrement, on se réjouit de cette déclaration puisqu'elle est dans la ligne droite de ce qui avait été prévu dans la cadre de la loi Pacte, c'est-à-dire 10% des actionnaires salariés à horizon 2030. On n'y est pas, on est à peine à 4,5 aujourd'hui en France. Deuxième chose, c'est un dispositif qui est gagnant-gagnant, l'actionnaire salarié. Bien entendu, si vous regardez une photo au jour le jour, ça monte, ça baisse, ça dépend si l'entreprise est cotée, pas cotée. L'idée, c'est de s'inscrire dans le temps, dans la durée. Et donc, ça fabrique une épargne dans le temps et dans la durée. Minimum de placement, c'est 5 ans. Sachez que ce qu'on observe, nous, de notre côté, c'est que les salariés qui sont actionnaires de l'entreprise à travers le plan d'épargne restent en moyenne 13 ans. 13 ans. Donc, c'est une épargne plutôt longue. Et donc, on peut amortir des chocs de marché. Il y a une décote qui est offerte pour les salariés. N'oubliez pas que la loi Pacte a renforcé cette décote. Ça va jusqu'à 30% de décote pour 5 ans, 40% à 10 ans. Et l'employeur peut également abonder. Donc, il y a des mécaniques assez favorables. Et effectivement, ça peut que se développer dans les années futures pour, encore une fois, faire partager l'ensemble du corps social à cet effort de construction et aux performances futures. Et n'empêche, c'est intéressant, Xavier Collot, vous appartenez au groupe Amundi, qui est un groupe coté, donc vous l'avez vécu, c'est-à-dire, j'imagine que vous bénéficiez de ces systèmes d'intéressement, de participation. Quand on voit, effectivement, alors peut-être que c'est ça la solution, pas regarder tous les jours, mais quand on voit son portefeuille qui chute brutalement à hauteur de l'action, si vous avez beaucoup d'actions, vous avez abondé, c'est vrai que c'est pas évident à vivre pour celui qui se dit, mince, voilà, pendant des années, j'étais dans mon groupe, tout à coup, ça baisse de 30, de 40% très brutalement. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Et je sais que vous êtes dans cette situation, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous. Est-ce que vous regardez la valeur de votre immobilier au jour le jour? Non. Donc, c'est exactement pareil pour un portefeuille patrimonial. Qui plus est, de toute façon, vous avez une échéance quinquennale. Quand vous souscrivez dans un PE, vous êtes bloqué 5 ans, sauf conditions de rachat existantes. Donc, l'idée de regarder tous les jours, pourquoi pas? On peut se faire plaisir, on peut être potentiellement un peu plus riche et potentiellement un peu moins riche. Bon. Là, l'idée, c'est de s'inscrire dans la durée et de prendre le temps d'apprécier la valeur de l'entreprise. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que les salariés qui, en général, sont actionnaires de l'entreprise sont beaucoup plus impliqués, motivés à la compréhension de leur entreprise et acceptent beaucoup plus les coups durs. Ouais, parce qu'on sait qu'on est dans l'entreprise et qu'on va peut-être pouvoir s'en relever. Catherine, pour vous, on pense toujours aux salariés. Alors, il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui ont été mis aussi en chômage partiel et qui ont peut-être à un moment se dit, si la situation dure, moi j'aimerais bien puiser dans cette épargne. Est-ce qu'il y a des dispositifs aujourd'hui ou est-ce qu'on devrait assouplir des dispositifs pour bénéficier de son épargne salariale à tout moment? Alors d'abord, ce qu'on constate au cours du confinement et au travers de l'enquête que Epsens a lancée, ce qu'on constate, c'est qu'il y a le souhait de renforcer encore l'épargne de la part des Français. Il y a quand même 39% des Français qui veulent encore développer leur épargne post-confinement. Il y a 70% des Français même qui veulent épargner tous les mois. Donc on a quand même beaucoup plus affaire à des gens qui souhaitent encore augmenter les montants d'épargne. C'est d'ailleurs ce dont les médias se sont fait l'écho au cours des dernières semaines, que l'inverse. Donc effectivement, il y a les sujets de chômage partiel. À ce stade, il n'y a pas de mesure spécifique de déblocage attendue. Après, il y a les campagnes d'intéressement, de participation qui ont eu lieu dans les entreprises au titre de 2019, des entreprises qui se portaient bien en 2019. Donc les campagnes ont lieu, j'allais dire, normalement sur les montants qui étaient prévus. Il y a tout à fait la possibilité de débloquer au lieu d'épargner cette épargne. Est-ce que les gens ont plus débloqué que les années d'avant? Non, on revient à ça, justement pas. Épargné. Non, justement pas. On constate donc au travers de cette enquête qu'ils souhaitent épargner davantage. On constate donc aussi une autre chose, c'est que on leur demande si ils envisagent de prendre autant de congés cette année que l'année dernière. Ils sont 27% à dire qu'ils prendront moins de congés. Donc, pour quelle raison, on ne le sait pas, on n'a pas posé la question. Et on leur dit, mais est-ce que vous savez que vous pouvez épargner ces jours de congé et les mettre dans de l'épargne salariale? Mais ça, c'est relativement nouveau.
de pouvoir transformer, non? Non, pas du tout, mais vous faites partie des 55% qui l'ignorent. Oui, c'est un bon plan. Mais vous faites sans doute partie des 65% qui sont intéressés à pouvoir le faire. Donc, effectivement, développement du compte épargne-temps, la possibilité de mettre des jours dans sa PERCO, c'est aujourd'hui 10 jours, hein, c'est-à-dire la cinquième semaine de congés payés. On ne touche pas évidemment aux 4 premières semaines et puis éventuellement des jours de RTT que vous pouvez augmenter d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il y aura la possibilité de mettre davantage de jours? On est un certain nombre ça, à dire... en négociation, voilà, peut-être pour le plan de relance à la rentrée. Exactement, ça peut faire partie peut-être de mesures pour relancer, pour dire vous allez travailler plus peut-être dans mon entreprise parce qu'on a besoin de vous, mais évidemment vous n'avez pas à faire cadeau entre guillemets de ces jours et vous pouvez les épargner. Donc ça a vraiment du sens puisque vous épargnez aussi en franchise d'impôt si vous laissez bloquer le temps nécessaire. Peut-être pour compléter un point qu'évoquait Catherine, on entend beaucoup dire ne faut-il pas débloquer l'épargne salariale pour lancer un plan de relance et participer à l'effort du pays, aider au pouvoir d'achat. Juste un point, ce qu'on observe pendant la campagne qui vient de se dérouler, de placement de la participation intéressement, globalement, l'année dernière, 70% des salariés placés, 30% percevaient. On serait plutôt, cette année, de l'ordre de 65 plaçants et 35 percevants. Donc, la modification est liée probablement au contexte de chômage partiel, mais les salariés souhaitent placer. Ils souhaitent placer. Et retenez une chose, c'est que sur l'ensemble de l'épargne salariale en France au 31/12/2019, un peu plus de 140 milliards, 60% de cette épargne est disponible. Donc, il n'y a pas besoin d'une loi pour permettre le déblocage. C'est disponible. D'accord. Justement, sur les nouveaux plans, maintenant, on parlait de la loi Pacte il y a un instant, les PERCO, les anciens PERCO, les anciens plans, il y a eu une grande refonte là aussi, et on a eu un nouveau produit, le PER, plan d'épargne retraite, alors collectif, il y a aussi celui individuel. Où on en est? Est-ce qu'on peut faire un point là, au bout de quelques mois de commercialisation? Alors, un point, bien entendu, un succès franc, puisque je vous rappelle que la loi entrée en application le 1er octobre 2019 et qu'au niveau de la profession, nous avons comptabilisé plus de 3 milliards d'encours sous le nouveau sigle PER d'entreprise collective. Donc, ça veut dire que ça a été transformé. C'est des transformations, d'anciens PERCO. C'est lié à la transformation, bien entendu. Alors, en 3 mois, ça veut dire qu'il y a une grosse partie du chemin qui a été parcouru. Aujourd'hui, les encours du PERCO de la place, c'est 20 milliards. 3 milliards ont été transformés. Le chemin est encore long, certes, mais en tout cas, il y a plutôt une bonne réceptivité dans les entreprises sur les avantages nouveaux octroyés à ce dispositif, parce qu'il n'y a que des nouveaux avantages. C'est-à-dire que on ne rétrograde pas le produit, au contraire, c'est un dispositif qui valorise davantage ce socle de dialogue social d'entreprise, qui valorise des aspects financiers, qui valorise des aspects fiscaux, et qui, je dirais, permet toujours aux salariés d'avoir des portes de sortie. La résidence principale, le choix en sortie rente ou capital, et bénéficie par ailleurs des flux de l'employeur, participation, intéressement, et peut être abondé. Donc c'est un dispositif, j'ai envie de dire, dit couteau suisse, qui trouve toute sa place. Je rappelle aux auditeurs qu'à partir du 1er octobre 2020, les PERCO existants ne pourront plus être commercialisés, donc il faudra à un moment donné envisager cette transformation. Mais on peut garder son ancien plan. On peut le garder, on peut en avoir un autre à côté. Bien entendu, la plupart des entreprises sont plutôt dans la transformation parce que ça devient compliqué d'avoir plein de dispositifs hétérogènes, parce que la loi Pacte se veut simplificatrice, ça reste assez complexe à comprendre pour les épargnants. Donc l'idée aussi, c'est de simplifier cette visualisation des outils d'épargne retraite. Et en tout cas, à ce stade, on constate plutôt un enthousiasme très favorable sur ce type de dispositif. Bon, voilà, il y a la possibilité aussi, c'est une partie de la réforme, c'est-à-dire pour les versements volontaires, y compris sur les plans collectifs, c'est d'avoir un avantage fiscal. Tout à fait. Alors est-ce que ça, c'est expliqué par l'employeur? C'est compliqué quand même, puisqu'on est
entre le collectif employeur et mon avantage fiscal sur mon impôt sur le revenu. Est-ce que vous avez déjà eu une hausse des versements volontaires sur les nouveaux avec avantage fiscal? Nous, on a eu une hausse des versements volontaires. Bon, sur la transformation des anciens PERCO en PERECO ou PERCOL, comme vous le souhaitez, je rejoins tout à fait les propos de Xavier. Cette transformation, elle n'est pas terminée, mais elle a été initiée, j'allais dire, de façon vigoureuse. Certes, le Covid, le confinement ont un peu ralenti la tendance, mais effectivement, les choses progressent bien. Et nous, on a constaté qu'au travers des PERCO transformés, on avait plus de versements volontaires. Il se trouve que les transformations de PERCO qu'on a eues correspondent beaucoup plus à des petites et moyennes entreprises qu'à des groupes qui ont besoin de réunir les organisations syndicales et donc débattre, etc. Donc ça prend du temps. Ils envisageaient de le faire plutôt au premier semestre, c'est maintenant plutôt au deuxième semestre au vu de ce qui s'est passé. Mais sur ces transformations qui ont eu lieu, clairement, on a plus de versements volontaires. Oui. Et sur la diffusion lui-même du produit, c'est-à-dire est-ce que ça va voir des nouvelles entreprises s'équiper, vraiment un mouvement de fond? Nous, on pense que, comme le disait aussi Xavier, la loi Pacte, bien qu'elle fasse plein de choses, tout ça reste quand même assez compliqué. Je pense qu'il faut être beaucoup dans la pédagogie, dans la simplicité, dans créer, j'allais dire, des petits instruments, des leaflets ou autres, à destination des DRH qui pourraient les donner à leurs salariés, qui pourraient leur expliquer, pour faciliter leur propre discours, parce que les DRH, surtout en ce moment, ont beaucoup de choses à faire, et l'épargne salariale n'est pas forcément toujours en haut de la pile, et donc je pense que c'est aussi de notre devoir que de favoriser cet apprentissage de qu'est-ce que c'est que l'épargne salariale, et que finalement, ça peut être assez simple. On reparle d'éducation financière, évidemment, comment bien placer son épargne, sur quel support, en fonction de l'adéquation aussi de sa sensibilité au risque. Et justement, sur ces placements, on sait que les Français sont très appétents de plus en plus à la finance durable, la finance responsable, l'investissement vraiment qui fait sens. Je voudrais passer justement de ces investissements ISR. Est-ce que ces thématiques, investissement socialement responsable, est-ce que ces thématiques sont en train d'émerger? Est-ce que vous voyez des flux arriver sur ce type de fonds? Alors, l'épargne salariale est un des pionniers de l'ISR en France, notamment à travers ce qu'on appelle le label du comité intersyndical de l'épargne salariale, puisque ça existe depuis le début des années 2000. Et donc, ça s'est énormément développé. Dans l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale, vous retrouvez des fonds avec des critères d'investissement E, S et G. Et donc, c'est quelque chose qui est dans l'ADN propre de l'épargne salariale, puisque ça faisait partie des discussions avec les partenaires sociaux qui systématiquement voulaient voir des critères d'investissement socialement responsables. Ce qui s'est beaucoup développé maintenant, effectivement, il y a toute la thématique green dont on parle beaucoup aujourd'hui, la finance durable, et une autre thématique qui marche très bien, c'est l'investissement dans l'économie sociale et solidaire, qui, je rappelle, depuis les années 2008, est obligatoire dans les dispositifs de type PE et PERCO. Et donc, forcément, aujourd'hui, vous avez une enveloppe fléchée vers cette économie sociale et solidaire, significative, et qui plaît énormément en termes de thématique pour les porteurs de parts. Catherine, également, vous voyez, Catherine Pellegrini? Oui, alors tout à fait. Nous, on a environ 1 euro sur 3 qui va sur des fonds ISR. Par ailleurs, on s'aperçoit que justement, donc après le Covid, toujours au titre de cette enquête, 92% des Français disent on veut mieux consommer. Bon, ça, on le savait déjà. On a bien vu qu'il y avait une volonté dans ce domaine d'évoluer. Est-ce que c'était pareil pour l'épargne? Or, oui, même si la tendance est peut-être moins unanime, mais il y a quand même 63% des Français qui disent moi, placer dans des investissements qui sont tournés vers la transition énergétique, oui, ça m'intéresse. Il y a 63% des Français qui disent moi, placer dans des investissements tournés vers l'économie locale, le poids des régions en France est quand même très important, ça m'intéresse. Le fait d'avoir des fonds régionaux, comme c'est notre cas, peut avoir du sens. Et 54% des Français disent oui, investir dans des placements qui vont vers des projets sociaux, ça m'intéresse. Donc, je confirme, il y a un vrai mouvement, une vraie évolution.
Après, c'est à nous aussi là d'être dans la pédagogie, parce que ISR, ESG, toutes ces initiales, franchement, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Le socialement responsable, le solidaire. Donc je pense qu'il y a vraiment là aussi nécessité de simplifier les choses. Alors c'est un point intéressant, la pédagogie. Souvent, quand on a son PE ou son PERCO, on est un peu, enfin en tout cas le PE, on est un peu livré à soi-même pour les décisions d'investissement. Est-ce que vous, en tant que teneur de compte, vous développez des outils d'aide à la location, des robots, enfin comme on peut voir dans le reste de l'épargne, peut-être Xavier là-dessus. Alors, tout à fait. Et le métier de l'épargne salariale et les teneurs de compte ne sont pas en reste par rapport à tout ce qu'on peut lire par ailleurs. C'est-à-dire que, notamment chez Amundi, nous avons développé un robot il y a maintenant un peu plus de 3 ans qui trouve toute sa place et qui répond aux besoins d'un certain nombre d'épargnants. Je vais vous donner quelques métriques, comme ça se parlera. 350 millions d'euros d'encours conseillés dans le robot aujourd'hui, 45 000 adhérents et 320 000 épargnants qui se sont profilés, au sens MIF du terme. Qui ont profil de risque et qui ont permis de définir leur trajectoire d'investissement sur un horizon de placement. Et le fait de pouvoir questionner les salariés, au-delà même d'agir à travers un robot, les aide à placer, quoi qu'il en soit. D'accord. Donc c'est nécessaire. On a un devoir de conseil de plus en plus présent dans ces dispositifs-là. On voit bien que les salariés, si on ne les aide pas, ils sont perdus. Et quand ils sont perdus, ils investissent par défaut. Et on regarde la performance passée. Bon. Et on sait bien que la performance passée ne peut pas être un seul critère pour investir, qui plus est en fonction de l'horizon de déblocage qu'on peut avoir dans le cadre de l'épargne salariale. C'est un robot qui est proposé systématiquement ou il faut que l'employeur... Systématiquement, il est proposé dès que l'employeur accepte de le livrer à tous ses salariés. Donc aujourd'hui, il est ouvert à 2 millions de salariés. D'accord. Catherine, de votre côté, qu'est-ce que vous développez comme outil? Nous sommes plus petits, donc on a mis plus de temps pour développer le robot. Il va être testé auprès de clients pilotes dans les semaines qui viennent. On aura la possibilité aussi, si une entreprise ne souhaite pas adhérer à ce robot, que les salariés eux-mêmes, individuellement, puissent adhérer en se disant, moi j'ai besoin effectivement d'être conseillé, j'ai envie de le faire, quand bien même mon entreprise ne le fait pas. Voilà, donc nous c'est plus récent, donc je ne peux pas vous donner de chiffres, j'espère pouvoir vous en donner. Voilà, on précise également que l'épargne n'est pas entièrement pilotée par le robot. Évidemment, ce sont des conseils d'allocation. On recommande aussi à ceux, évidemment, qui ont des problématiques plus larges que la simple épargne salariale, d'en parler. Ça peut faire partie d'un plan de gestion de patrimoine avec les professionnels pour les accompagner. On arrive au terme de ce grand interview avec nos 2 grands témoins aujourd'hui sur l'épargne salariale. Merci à Xavier Collot, le patron d'Amundi Entreprise. Merci à Catherine Peylénic, la directrice générale d'Epsens. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça continue. Tout de suite, le coup de cœur, coup de gueule avec Pierre Sabatier. Le grand rendez-vous de l'épargne, le coup de cœur, coup de gueule. On commence ce mois-ci par le coup de gueule. Alors le coup de gueule, il est simple, on est dans une période extrêmement trouble et il va s'adresser essentiellement aux analystes, aux observateurs, qui n'ont de cesse... depuis maintenant quelques mois, et pour les premiers en fait ils étaient quand même très osés, mais aussi depuis quelques semaines de nous donner, de devenir des professionnels de l'alphabet, à savoir en fait avoir une idée ou nous donner une idée de la forme de la reprise que nous allons connaître, à savoir est-ce que c'est une reprise en V, à savoir en gros on a chuté et on rebondit très vivement, en W, on rebondit un peu, on rechute, puis ensuite on repart, en U, en L, enfin peu importe, vous l'avez compris, toutes les solutions sont possibles. Alors, pourquoi c'est un coup de gueule aujourd'hui? Alors, c'est aussi vrai, donc ça c'est pour la reprise économique dans son ensemble, la richesse qu'on crée dans chacun de nos pays riches. C'est aussi vrai dans les données qui arrivent chaque mois, les données de consommation. On voit les analystes, en fait, finalement, presque faire des estimations au doigt mouillé. Concrètement, aujourd'hui, il faudra faire preuve de beaucoup d'humilité. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien, tout simplement parce que la forme de la reprise, elle dépendra du comportement des gens. Et aujourd'hui, il n'est pas possible, alors si ce n'est en fait de constater qu'il y a une forme de délivrance, une forme de soulagement post-confinement, qui nous amène pendant quelques semaines en tout cas à bénéficier d'un niveau de consommation qui nous permet d'envisager en tout cas un début de reprise, mais se risquer à faire des prévisions sur la croissance économique dans les mois à venir, c'est un exercice dont on devrait se passer. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité dans des moments aussi inédits
comme ceux d'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, là où c'est néfaste, c'est que ça va donner des espoirs, probablement, à des investisseurs pour se positionner, alors même que les fondations de leur positionnement finalement est erronées, tout simplement parce qu'aujourd'hui personne n'est capable de dire est-ce qu'on va vivre une reprise en V, en W, en U, en L, peu importe. Donc ça c'est mon coup de gueule. Attention, faire preuve d'humilité par rapport pour les analystes et de parcimonie pour ceux qui les écoutent. Ça c'était pour le coup de gueule. Alors le coup de cœur ce mois-ci, pour une fois, alors c'est très très rare, j'espère qu'on pourra en reparler dans les mois à venir, c'est plutôt un satisfait Europe versus États-Unis. Vous savez, notamment sur les marchés financiers, les marchés actions en particulier, presque toujours, on dit souvent que le marché actions directeur, c'est le marché américain, à savoir que les actions européennes sont plutôt suiveurs, que l'Europe ne sait pas surperformer, c'est-à-dire monter plus vite ou descendre moins vite que les États-Unis. Eh bien, depuis quelques semaines, c'est un petit peu différent, c'est un peu l'inverse, donc c'est un moment, c'est une parenthèse, espérons que ce ne soit pas qu'une parenthèse de courte durée, puisque l'Europe se comporte maintenant depuis quelques semaines mieux que les États-Unis, mieux que les marchés actions américains. Alors il y a des raisons à cela, et c'est là où on peut s'en satisfaire, le bonheur est relatif, et au niveau crise sanitaire, il est évident que l'Europe aujourd'hui est à un stade plus avancé en tout cas de cette sortie de crise sanitaire, en tout cas au moins pour la première vague, hein. Donc on est vraiment dans une phase de déconfinement. On a quelques poches qui peuvent survenir en Allemagne, mais bon, elles sont plutôt bien gérées, à savoir des confinements très localisés qui permettent de cantonner la crise sanitaire pour l'instant. On n'est pas du tout sur ce scénario-là aux États-Unis. Donc là, évidemment, la crise sanitaire, alors même si il faut pondérer les chiffres, puisque les tests sont probablement plus nombreux que par le passé, mais en tout cas, on n'a pas du tout la même qualité de gestion de la crise sanitaire à ce stade aux États-Unis par rapport à l'Europe, ce qui génère une prime de risque pour les États-Unis, en fait, du coup, une surperformance pour les marchés européens. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a autre chose, hein, et ça, c'est aussi très nouveau. En général, vous savez, on dit que les marchés européens sont pénalisés par une prime de risque politique. Savoir que l'Europe n'existe que sur le papier et qu'il y a une forme d'absence de solidarité qui fait que la zone euro, à chaque fois qu'il y a un souci, eh bien, n'arrive pas à se mettre d'accord et du coup pâtit par rapport aux autres zones du monde de leurs différents politiques. Alors sur ce plan, pour une fois, et bien là encore, en fait, de manière inédite, l'Europe se comporte un peu mieux que les États-Unis, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la France et l'Allemagne se sont rabibochés pour finalement mettre en place un keynésianisme de grande ampleur à l'échelle européenne. Bien évidemment, alors on verra combien de temps ça dure, on verra pendant combien de temps les différends et les dissensions en fait ne surviennent pas, mais pour l'instant on est plutôt dans une phase de coopération entre les deux grands acteurs que sont la France et l'Allemagne, et on va dire que les autres seront suiveurs au niveau européen, et qui nous amène à avoir un peu de visibilité politique sur le type de plan de relance budgétaire qui va être mis en place, à savoir c'est du pur keynésianisme. Alors de l'autre côté vous avez quoi? Eh bien, là, pour une fois, alors que les Américains sont des purs pragmatiques, eh bien, vous avez de l'incertitude d'origine politique, tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que les élections américaines se rapprochent d'ici la fin d'année. On va avoir un match entre Donald Trump et Joe Biden. Et pour le moment, on va dire que Donald Trump est en retard. Alors c'est pas la première fois, hein. Déjà en 2016 il était en retard, il avait su regagner du terrain sur la fin. Mais attention, hein, il n'a plus, je dirais, l'attractivité de la nouveauté. Il pourra moins jouer en fait de ce levier-là. Et aujourd'hui, Joe Biden a pris beaucoup d'avance dans les sondages tels qu'ils sortent aujourd'hui. Et ça peut être un game changer, comme on dit sur les marchés, savoir un élément important tout simplement parce que Joe Biden et Donald Trump, c'est très différent, notamment en termes de politique fiscale. Vous savez que les marchés financiers ont adoré Donald Trump tout simplement parce qu'en arrivant, il a fait un énorme cadeau, c'est-à-dire une réforme fiscale de grande ampleur, à la fois pour les ménages, mais surtout pour les entreprises. Et ce cadeau, ça a des conséquences, bien sûr, c'est un déficit public béant, hein, puisque même avant la crise du coronavirus, les États-Unis avaient 5% de déficit public, ce qui est un gros déficit public en période de conjoncture favorable, tout simplement parce qu'il n'y a plus de recettes fiscales, parce que les réformes fiscales qu'avait engagées Donald Trump ont vidé les caisses. Et donc les dépenses, même si elles sont peu nombreuses aux États-Unis, restent largement supérieures aux recettes. Alors il est évident qu'en plus, après crise du coronavirus, que la politique fiscale telle qu'elle a été implémentée depuis maintenant quelques années ne sera pas poursuivie par Joe Biden, et donc évidemment il y aura une réforme fiscale. Alors on ne reviendra peut-être pas au niveau d'avant l'élection de Donald Trump, mais on va dire que ça sera beaucoup moins market friendly, à savoir qu'une élection de Joe Biden serait perçue probablement par les investisseurs comme une moins bonne nouvelle que Donald Trump sur le pur plan fiscal et financier. Donc
tout ça fait que, de manière rare, hein, on constate que l'Europe est en bonne position aujourd'hui pour surperformer et devrait continuer peut-être à surperformer pendant quelques semaines, tant que nous arrivons à garder nos différends sous l'été noir. Voilà. Donc, même si malheureusement il est peu probable que ça dure éternellement. Bien. Voilà, donc c'était mon coup de gueule et mon coup de cœur. Mon coup de gueule, les analystes. Mon coup de cœur, la surperformance des marchés européens par rapport au marché américain qui pourrait durer encore quelques semaines et quelques mois. Le grand rendez-vous de l'épargne, ça vous concerne. Bonjour à tous, on se retrouve comme chaque mois pour votre séquence Ça vous concerne avec nos experts. Aujourd'hui Stéphane Absolu, directeur de l'expertise patrimoniale chez Cyrus Conseil. Bonjour Stéphane. Bonjour Thibault. Avec nous également Nathalie Couzigou-Suas, notaire à Paris, et Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Alors on va commencer avec une question pour Stéphane Absolu. On a un lecteur de Capital qui est artisan, qui est en grande difficulté financière, qui touche le fonds de solidarité. Il se demande s'il peut exceptionnellement débloquer son épargne retraite et si oui, dans quelles conditions ? Alors, faut déjà reprendre un peu le cadre aujourd'hui. L'épargne retraite pour un artisan, un commerçant, les travailleurs non salariés. Vous avez cette possibilité d'alimenter des Madelins, depuis la loi Pacte des pères Madelins, avec un avantage fiscal à l'entrée, hein, une possibilité de déduire les primes versées du revenu, en tout cas fiscalement. Là, on parle de produit tunnel, c'est-à-dire que l'artisan, le commerçant va rentrer, souscrire ce produit Madelin, le faire vivre et pouvoir sortir en rente ou en capital au moment de l'ouverture de ses droits à la retraite. Ça, c'est le cadre global, mais pas avant. Alors, on a certains cas de sortie anticipée qui sont quand même très, très restrictifs. Alors, la loi Pacte, elle a aussi un peu élargi sur les cas de sortie anticipée, notamment l'achat d'une résidence principale, qui fait partie des cas. Mais sinon, on est sur des produits tunnels où on a, normalement, pas le droit de sortir, sauf ces cas très restrictifs. Et la loi, on a là la loi de finances rectificative, alors la numéro 3, on en a déjà eu un certain nombre depuis le début de l'année, qui est encore en débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et donc cette loi de finances prévoit la possibilité pour ces travailleurs non salariés de sortir de manière anticipée une partie de cette épargne. Alors, il y a plusieurs conditions à cela. Déjà, une condition de montant, qui est toujours en débat aujourd'hui. La loi prévoyait un montant maximum de sortie à 2 000 €. On a hier un amendement qui a été déposé devant la commission des finances pour faire passer ce plafond à 8 000 €. 8 000 € par travailleur non salarié, par titulaire. Donc, ce qui représente déjà un montant un peu plus significatif pour être vraiment sur une aide auprès de ces travailleurs non salariés. Une deuxième condition qui là aussi est en débat aujourd'hui, qui est une condition liée au bénéfice de ce fonds de solidarité que vous évoquiez tout à l'heure, puisque le texte de loi prévoyait l'obligation d'être dans ce cadre de TPE, PME ayant bénéficié du fonds de solidarité, c'est-à-dire un chiffre d'affaires inférieur à 1 million, un bénéfice inférieur à 60 000 €. Ces conditions-là seraient, en tout cas dans le cadre d'amendement, seraient vouées à être allégées pour pouvoir ouvrir davantage la possibilité de sortie de ces produits Madelin ou père Madelin. Et puis on a une dernière condition qui est liée là à un timing, qui va être un timing très serré, puisque bien évidemment ces travailleurs non salariés ne pourront demander le rachat de ces contrats Madelin qu'à partir du moment où le texte aura été voté. Et le texte prévoit en revanche une date limite pour faire ces demandes de rachat qui est le 15 novembre 2020. Donc on va avoir une fenêtre de tir qui est relativement courte pour pouvoir se retourner auprès de son assureur et obtenir le remboursement. Alors les avantages en fait de ce rachat anticipé, le premier avantage c'est que c'est une opportunité de pouvoir sortir de ce produit tunnel un peu avant l'heure, j'ai envie de dire, de pouvoir sortir une partie de cette épargne qui a été capitalisée. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir bénéficier d'une neutralité fiscale. En tout cas, notamment, on est sûr, à hauteur des 2 000 € de plafond qui avait été prévu initialement, de pouvoir être en exonération d'impôt sur le revenu sur les rachats qui seraient effectués et les éventuelles plus-values qui seraient dégagées. En revanche, les prélèvements sociaux, ça on le sait, restent dus quoi qu'il en soit. Donc on a là une fenêtre de tir qui est ouverte pour pouvoir obtenir un petit bol d'air, en tout cas en termes de trésorerie pour ces travailleurs non salariés. D'accord, donc la fenêtre de tir est quand même restreinte, va falloir faire vite au moment où ce sera voté. Exactement. Et est-ce qu'il y a d'autres aides dont pourrait bénéficier notre artisan ?
Alors, il faut pas perdre de l'esprit que aujourd'hui, tous les reports de charges, hein, les reports d'échéance, loyer, URSSAF, impôts directs, sont toujours possibles aujourd'hui. On a cette possibilité et les différentes lois de finances rectificatives ont d'ailleurs un peu aménagé ces différents reports de charges. Donc, on a toujours cette possibilité-là. Après, il faut savoir, notamment pour les travailleurs non salariés, les commerçants, les artisans, vous avez un certain nombre d'organismes institutionnels, les chambres des métiers, les chambres de commerce et d'industrie, OSEO, qui sont des organismes qui aujourd'hui peuvent aider ces artisans et ces commerçants dans des situations un peu difficiles. Merci beaucoup Stéphane pour vos réponses. Merci. On passe à la question suivante qui est pour Charlotte Tamer. Alors Charlotte, c'est une lectrice sociétaire d'une banque mutualiste qui s'étonne de n'avoir toujours pas reçu les intérêts sur ses parts sociales. Généralement, ces derniers sont versés début juin. Elle se demande si elle doit s'inquiéter. Alors, 2 raisons viennent expliquer la non-distribution des dividendes des parts sociales des banques mutualistes en ce mois de juin. La première raison est une raison purement opérationnelle. En fait, traditionnellement, dans les banques mutualistes, le sort des dividendes est décidé lors des assemblées générales qui se tiennent au mois de mars et d'avril chaque année. Du fait du confinement, ces assemblées générales en grande majorité n'ont pas pu se tenir et donc rien n'a été acté sur le sort des dividendes, ce qui explique pourquoi il n'est pas été distribué. Les banques mutualistes, les sociétés en fait en général, ont jusqu'au 31 août 2020 pour tenir leurs assemblées générales et donc décider du sort de ces dividendes. Pour autant, c'est pas parce que votre banque mutualiste tiendra son assemblée générale peut-être fin juin, peut-être fin juillet, que vous recevrez durant l'été vos dividendes. En effet, il y a une deuxième raison et qui est une raison économique. Et là, c'est une recommandation qui a été mise par la Banque Centrale Européenne en date du 27 mars 2020 sur le sort des dividendes en général. Et à travers cette recommandation, elle recommande aux établissements de crédit dont font partie les banques mutualistes de ne pas distribuer leurs dividendes avant le 1er octobre de cette année. La raison est tout simplement de dire que il faut garder les fonds propres pour les injecter dans un premier temps dans l'économie réelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire subvenir aux besoins d'argent que pourraient présenter les TPE, PME, certains foyers qui ont été gravement impactés par cette crise sanitaire sur un point de vue économique et de pouvoir leur fournir des prêts. Tout simplement. Donc en fait, les dividendes sont passés, la distribution de ces dividendes est passée au second plan. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas avoir lieu, mais on a demandé en fait dans un premier temps de garder les fonds propres pour favoriser les prêts d'argent aux personnes physiques ou morales en difficulté. Et donc vous allez normalement devoir patienter jusqu'au mois d'octobre avant de percevoir les dividendes de vos parts sociales. Il faut faire attention quand même parce que une seconde recommandation de la BCE n'est pas improbable, ça c'est la première chose. Hein. Si jamais il y avait une deuxième vague de coronavirus et que on était tous reconfinés, il pourrait y avoir une seconde recommandation émise par la Banque Centrale Européenne. Et puis il faut savoir que certaines banques mutualistes, dont l'AG s'est déjà tenue, je parle par exemple du Crédit Mutuel, qui ont décidé cette année de ne pas verser leurs dividendes sous forme d'argent, mais sous forme de nouvelles parts sociales. Donc vous vous attendez à recevoir une somme d'argent et au final vous recevez un certain nombre de nouvelles parts sociales. Si cela ne vous va pas, il est tout à fait possible de céder ces parts sociales et de retrouver la version liquide de ces dividendes. Voilà. Il faut savoir que bon nombre de sociétés, et pas seulement les banques mutualistes, ont été impactées sur la distribution de leurs dividendes cette année. Je dirais à situation exceptionnelle, celle du coronavirus, mesure exceptionnelle. Donc je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter et surtout patienter. Merci Charlotte. Et enfin, on poursuit et on conclut avec Nathalie Cousigou-Suas. Alors, il y a une question d'une lectrice qui compte acheter un appartement, mais elle a entendu dire que les émoluments de notaire devaient baisser au 1er mai. Alors, elle se demande sur quoi et combien elle peut économiser. Alors, à l'occasion d'un décret récent, rendu le 28 février dernier, le gouvernement a baissé la rémunération du notaire d'un montant de l'ordre de 2%. Alors cette baisse, elle s'applique à la plupart des actes que le notaire est amené à réaliser, puis pour certains actes, cette baisse est plus importante. Alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que le notaire, c'est un professionnel indépendant, il est à son compte, ce n'est pas un fonctionnaire. Sauf que, comme c'est un officier public nommé par l'État, sa rémunération est fixée par l'État. Et ce qu'on appelle souvent à tort les frais de notaire, c'est essentiellement composé de taxes fiscales qui partent directement au trésor public. Par exemple, pour une vente, une vente ordinaire d'appartement, les frais dits de notaire seront de l'ordre de 7%, l'essentiel étant
une taxe qui part à l'État, au territoire, au département et à la commune. Et dans ces 7%, le montant de la rémunération du notaire est inférieur à 1%. Sachez d'ailleurs que lorsque deux notaires travaillent sur le dossier, que l'acquéreur et le vendeur ont leur propre notaire, et ben ces 0,8% ne sont pas augmentés, mais sont divisés entre les deux notaires. Donc en fait, si on fait une simulation pour une vente par exemple de 200 000 €, eh bien cette réduction de 2% de la rémunération du notaire, elle va se traduire par une baisse de l'ordre de 30 €. Donc moralité, il ne faut pas attendre cette baisse qui en plus a été reportée au 1er janvier de l'année prochaine pour concrétiser un achat immobilier, d'autant plus que les taux d'intérêt risquent de remonter. Donc plutôt que d'essayer d'attendre le 1er janvier, vous pouvez en revanche tenter de faire baisser en toute légalité des frais de mutation. Par exemple, si dans la maison ou l'appartement vendu, il subsiste des meubles, il est tout à fait possible de faire la liste des meubles qu'il reste et de les déduire de la base fiscale imposable du prix de vente. Voilà, donc fausse bonne nouvelle pour les consommateurs parce que certes la rémunération du notaire baisse de 2%, ce qui est relativement conséquent pour le notaire, mais à l'aune de ce que le consommateur, de ce que l'acquéreur paie en frais et taxes qui eux ne baissent pas, c'est une baisse relativement négligeable à l'aune de la globalité des frais. Merci Nathalie, merci à tous nos experts. Voilà, ce 7e rendez-vous de l'épargne est terminé. On se retrouve bientôt. Je laisse le mot de la fin à Fabrice et à Julien. Le grand rendez-vous de l'épargne, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci pour l'avoir suivi. Julien, c'est la dernière, en tout cas, de la saison. Voilà, exactement. C'était le 7e numéro. On se donne rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions dédiées au patrimoine et aux finances personnelles. Voilà, on a expérimenté mode confiné, mode déconfiné. On espère en tout cas vous retrouver en forme dans la prochaine émission. À très bientôt. Retrouvez le grand rendez-vous de l'épargne en podcast sur Radio Patrimoine et en vidéo sur capital.fr.